Donc aujourd'hui, on va entamer une révision sur les fonctions définies par une intégrale. Qu'est-ce qu'on veut dire par une fonction définie par intégrale? C'est ce qu'on va voir dans cette séquence. Elle est désignée pour les deuxièmes sciences maths français, BIOF. On a deux théorèmes principaux. Le premier nous dit que si on a f, une fonction continue sur un intervalle I et a un point de I appartenant à I, alors, si on a ces deux conditions, alors la fonction phi définie sur I par phi x égale l'intégrale de a à x ft dt n'est autre que, donc, par I est la primitive de f sur I qui s'annule en A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à I, phi' de x égale fx. Phi' de x égale fx et phi a égale 0. Donc phi s'annule en A et phi c'est la primitive de f sur l'intervalle I. Et on peut aussi en déduire de cette écriture que phi, donc il est dérivable, et puisqu'elle est dérivable, il est donc continu. Donc ce théorème, il répond à la question que donc, phi, il est dérivable et continu sur I. Hein? Donc ce théorème répond souvent à ce genre de questions. Pour la preuve, je vais vous donner une indication. Preuve. Alors, qu'est-ce qu'on sait? F, il est continu. F continue sur I. Donc, elle admet une primitive G sur I. Et puisque A appartient à I, donc, quel que soit X appartenant à I, on a Gx moins Ga égale, donc c'est par définition de la primitive, donc, ou de l'intégrale, c'est l'intégrale x ft dt. Donc, on a G, c'est la primitive, et ceci n'est autre que phi x. Donc, phi x, c'est l'intégrale. Donc, phi x égale Gx moins phi a, puisque G il est dérivable sur I. Donc, G, phi, il est dérivable sur I. Phi, il est dérivable sur I. Et on a, quel que soit x appartenant à I, phi' x égale G' x, puisque A c'est une constante, donc phi' A est égal à 0. Et ceci est égal à fx, parce que le G c'est la primitive de f sur I. Et donc on a montré que phi' x est égal à fx, quel que soit x appartenant à I. En plus, phi a, par définition là,
est égal. Soit on peut le faire de deux façons, soit on remplace par A ici, donc GA moins GA est égal à 0, soit on a A, l'intégrale FA dt, puisque F il est continu sur I et A appartient à I, alors ceci on sait qu'il est égal à 0. Et donc on a le résultat. On va faire maintenant une application. Application 1. On va considérer donc soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par fx égale l'intégrale 1x, on va prendre et sur t dt. Donc la première question, justifier que f, grand F, justifier que f est continu et dérivable sur l'intervalle 0, 1. 0 plus l'infini plutôt. Il suffit que f est continu, puis déterminer f', bien sûr, sur l'intervalle. On peut, deuxièmement, étudier les variations, en déduire le tableau de signes. Donc, étudier, en déduire les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxièmement, donner ou en déduire le tableau de signes de f sur le même intervalle. Troisièmement, une autre application, calculer la limite de 1 sur x moins 1 par exemple, lorsque x tend vers 1, l'intégrale de 1x ft dt. Bon, vous pouvez faire pause, réfléchir et faire l'application, puis vous recommencez. Donc, c'est bon, je vais vous donner la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f, c'est une fonction f définie sur 0 plus l'infini par, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, fx égale l'intégrale 1x l'exponentielle de t sur t dt. On nous demande de justifier. Donc, pourquoi cette fonction-là, elle est continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d'après le théorème qu'on a vu, il suffit de montrer que cette fonction-là, c'est la fonction, il suffit de montrer que cette fonction est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini et que cet élément, le 1, appartient à 0 plus l'infini. Ce sont les deux conditions. On a deux conditions dans le premier théorème. Donc, pour simplifier, on va poser, juste pour savoir appliquer les règles, posons ft, ce n'est pas nécessaire, ft égale t sur t. Donc, fx égale, ce n'est pas nécessaire de le poser, mais juste pour
savoir appliquer les règles. Bon, on a fx égale, donc il est de la forme qu'on a vu dans le théorème. La fonction f est continue sur l'intervalle. Pour nous, le i, c'est 0 plus l'infini. Et 1 appartient à 0 plus l'infini. Donc, automatiquement, la fonction f est dérivable, hein, on l'a déduit dans le théorème, est dérivable sur 0 plus l'infini. Il est dérivable, c'est 1. Puisqu'il est, du coup, il est continu. Puisqu'il est dérivable sur 1, donc, continu sur le même intervalle. Puisqu'il est dérivable, il est continu. Et remarque, la réciproque, elle est fausse. Si la fonction elle est continue, on ne peut pas en déduire qu'il est dérivable. Un contre-exemple, vous pouvez vérifier, en posant hx ou hx égale la valeur absolue de x. Elle est continue en 0, mais n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en 0. Donc faites attention. Dérivable, ça donne continu. Continu, ça ne donne pas nécessairement dérivable. On a donc répondu à la première question. Parce que le demande de justifier que f il est continu et dérivable, c'est 0. Puis déterminer f'. Le théorème, donc le théorème nous dit, et on a que f'x, quel que soit x appartenant à x, donc 0 plus l'infini, f', grand F, f'x égale fx. Donc, égale ex sur x. Faites attention, une erreur que les élèves font souvent, c'est qu'ils font f'x égale ft. Et ceci est faux, parce que le t là, ce dt là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça nous dit qu'on fait l'intégration sur la variable t. Toute expression qui ne comprend pas le t, c'est une constante dans cette intégrale. Donc je peux la faire sortir si... Donc, on va voir dans des exemples. Donc ici, ce n'est pas t, c'est fx. C'est égal à ex. Et donc on peut en déduire, et on sait que l'exponentielle x il est positif. Le x il est positif puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Donc ce résultat, cette dérivée, il est toujours positif. C'est-à-dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. OK? Donc, on va passer à la deuxième question. On déduire le tableau de signes. Hein? On cherche maintenant le tableau de signes et non pas le tableau des variations. Alors, ça veut dire quoi, le tableau de signes? Ça veut dire là où la fonction elle est positive et négative. C'est-à-dire, on va faire un peu comment on va penser à la solution. Alors, on a ici 0 plus l'infini. On a ici fx. On a vu qu'il est strictement croissant. Strictement croissant. Alors, il suffit de trouver un point où la fonction f s'annule. C'est-à-dire, je cherche un 0, un point où il y a un 0. Son image est égale à 0. Parce que si je trouve, par exemple, j'ai trouvé un point quelconque, on va voir lequel. Si je trouve le 0, la fonction elle est croissante, et donc, elle est inférieure à 0 dans cet intervalle. Disons, il est inférieur à 0, donc il est négatif dans cet intervalle, et il est positif dans cet intervalle. Et donc, je vais pouvoir, et là, elle s'annule, donc je vais pouvoir en déduire le signe de cette fonction. Bon, comment on va rédiger? Et avant,
C'est quoi ce point? L'expression de f, c'est 1x et dt. La fonction et dt, elle est continue. Et donc, on sait que cette fonction n'est autre que la primitive qui s'annule ou qui s'annule en 1. Donc, le point qu'on cherche, c'est exactement le 1. On va rédiger. Donc, deuxièmement, on va commencer par le 1. On a f1 égale l'intégrale 1 et t dt égale à 0. La fonction, elle est continue. On a 1 elle est continue sur 0 plus l'infini. Et le 1, il appartient à 0 plus l'infini. Une petite remarque là. Pourquoi on a ici ouvert le 0? Est-ce qu'on peut le fermer? Si on a fermé le 0, quel est le problème? Alors, si on a fermé le 0, vous pouvez remarquer là, cette condition ne va pas se réaliser. Parce que f est continu sur. Alors que si le 0, si on ferme ici par le 0, vous voyez qu'on a le t au dénominateur, donc cette fonction ne serait même pas définie au point 0. C'est pour cela qu'on a ouvert l'intervalle. Bon, on a f1 est égal à l'intégrale est égal à 0. Et, bon, je vais donner le tableau de variation. Attention, ici, on a 2 barres. On va le faire ici. On a fait automatiquement pour gagner du temps 0 plus l'infini 2 barres, puisqu'il n'est pas défini ici. Ici, fx. Et en bas, on va faire le signe de 1. Donc 0 plus l'infini, il va s'annuler en 1. Il va s'annuler 1, donc f. La fonction, elle est croissante. Donc ici, on a 0. On a ici, la fonction, elle est croissante et s'annule dans ce point, elle s'annule en 1. Donc dans cet intervalle, elle est négative. Et dans l'autre intervalle, il est positif. Et vous pouvez rédiger. Donc la fonction f, il est négatif sur l'intervalle 0, 1. Il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je vous laisse la rédaction. OK, on va faire la deuxième. Une autre application de ce théorème, c'est les calculs de limites. Les calculs de limites de ce type. Donc, on nous demande de calculer la limite. Donc, je crois la troisième question. La limite de 1 sur x1, l'intégrale de 1 à x, ft dt. Vous voyez, j'ai posé ft avant de... Donc, je peux l'écrire dans l'exercice, ft égale t sur t. Bon, 1 sur x, ft dt. Donc, je vais travailler sur l'expression. C'est quoi? Alors, là, c'est l'expression de f. C'est-à-dire, est égal à 1 sur x moins 1 fois fx. Que je peux écrire par fx moins f1. On a vu que le f s'annule en 1. Et donc, la limite de 1 sur x moins 1, l'intégrale 1x ft dt, lorsque x tend vers 1, n'est autre que la limite, parce que x tend vers 1, du taux d'accroissement de f entre x et 1. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que f il est dérivable sur 0 plus l'infini. Et en particulier, il est dérivable en 1. Et donc, cette limite est exactement la dérivée de f en 1. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? La dérivée de f n'est autre que le petit f. C'est-à-dire, c'est e, la puissance 1 sur 1. Donc, c'est exactement e. Donc, ceci, c'est une autre application
de ce théorème. C'est le calcul des limites. On a vu les signes, les limites, la dérivée, le tableau de variation. Donc, ceci est le premier théorème. On va passer maintenant au deuxième théorème. Donc, on va enchaîner avec le deuxième théorème. Théorème 2 nous dit, si on a, maintenant, on aura besoin de trois conditions. F continue sur, pour un gain de temps, alors je ne vais pas écrire sur un intervalle, donc I, il est toujours pour nous, c'est un intervalle de R. F continue sur I, F continue sur I, A appartenant à I. La troisième condition, et elle vous crée un problème, mais essayez de vous concentrer un peu et répétez la vidéo si vous en avez besoin. Alors, si U est une fonction dérivable sur un intervalle J tel que UJ est inclus dans I. Donc, faites attention, maintenant on a deux intervalles. On a l'intervalle I et l'intervalle J. Cette condition, on peut l'écrire d'une autre manière, ceci, c'est-à-dire IJ est inclus dans I, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit X appartenant à J, IX appartient à I, tout simplement. À chaque fois que je prends un X de J, son image, il appartient à I. Donc, si on a ceci, alors, la fonction H, alors pour un gain de temps, je ne vais pas être rigoureux, hein. Alors, la fonction H définie par l'intégrale de A UX ft dt, la fonction f définie sur J par Hx est égal à l'intégrale de A UX ft dt est continue, dérivable sur J. Et on a, c'est les dérivables, donc automatiquement il est continu. Et on a, quel que soit x appartenant à J, H'x égale U'x fois F U X. Donc ici on a deux intervalles, faites attention, le x là, si vous voyez le x là, vous voyez, on lui applique le u. Le u, il est défini sur J. Donc, le x là, il doit appartenir à J. Hein? Et donc, et le a, il appartient à I. Vous voyez que f, il est continu sur I. Donc, a doit appartenir à I. Et en même temps, ux doit aussi appartenir à I. C'est pour cela qu'on a besoin de cette condition. Pour la preuve, je ne vais pas la faire. Je vous donne une indication. Il suffit de... Donc, puisque f, il est continu sur I, on a A appartient à A, on n'aura pas... Bon, donc, f admet une primitive G sur I. Et si elle admet la primitive sur I, alors je peux écrire, vous pouvez écrire que vous allez trouver que Hx égale à, on va prendre la primitive qu'on a, par exemple, à y ft dt, hein, pour y appartenant à I. Alors, Hx qui est égal à G, donc est égal à, est égal à G de Ux. G de Ux est égal à G rond U X. Et vous voyez là, on a Y appartient à I.
Le y pour nous, c'est ix. Où ux, il appartient à i. Donc c'est bon. Vous pouvez. Donc on a u, il est dérivable. I, il est dérivable. Je vais écrire un an. I dérivable sur j. IJ, il est inclus dans I. Et G, il est dérivable sur I. Donc, la composée G, il est dérivable sur J. Et on a H', quel que soit X appartenant à J, alors j'ai fait la démonstration presque, c'est automatiquement la dérivée de la composée, G rond U' X est égal à U' X, G' X est égal à U' X, où G' de X n'est autre que F Ix. Et donc, on a fait la démonstration presque. On va passer rapidement à une application. Donc, application 2, on va considérer la fonction h. La fonction définie sur 0π par hx égale l'intégrale. Pour voir les intervalles et pour distinguer les intervalles, je vais choisir ici un cos de x. La racine de 1 moins t carré dt. Donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors on nous demande de montrer que h est dérivable, dérivable sur 0π. On peut étudier ces variations après. OK? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Bon, alors, pour nous, avant de commencer, on va poser cette fonction, posons. C'est pas toujours, on ne demande pas toujours de poser le f. Je pose pour juste voir les conditions, expliciter les conditions. Donc, posons ft égale racine de 1 moins t carré. On a pour tout t, f, il est continu sur, on peut faire le domaine de définition, la continuité, il est continu sur l'intervalle moins 1, 1, puisque 1, la fonction qui a t, 1 moins t carré, si on fait le tableau de signes, les racines sont moins 1, 1, donc il est positif à l'intérieur, on a moins 1, 1, 0, moins signe de à l'intérieur, on aura 1 plus 1 moins, donc 1 moins t carré est cité. Donc vous voyez, ben, il est positif, donc il est bien défini sur l'intervalle moins 1, 1, et même il est continu puisque 1 moins t, il est positif, continu et positif là. Donc il est continu et positif sur l'intervalle moins 1, 1. Donc f est continu sur moins 1, 1. C'est la première condition. Deuxième condition, on a le 0 appartient à moins 1, 1. La troisième condition, c'est que la fonction, notre fonction, on pose uli x est égal cos x, est dérivable sur 0 pi. Donc, on a les trois conditions. Je peux en déduire que, d'où la fonction h, elle est dérivable sur 0π, et on a, quel que soit x appartenant à 0π, h'x égale i'. Bon, je vais réécrire f i x, c'est-à-dire i' c'est la dérivée du cos, donc c'est moins sin x, f, c'est-à-dire la racine
de 1 moins cos carré x. 1 moins cos carré x. 1 moins cos carré x n'est autre que, hein, c'est la racine de sin carré x. Sin carré de x, c'est moins sin x fois, eh bien, il ne faut pas oublier que c'est la valeur absolue d'ici. Puisque la racine de a au carré, c'est la valeur absolue de a. Hein, c'est pas... Mais on a est égal à sin carré, car sin x, il est positif sur l'intervalle 0, pi. 0, pi. Le sin x, il est positif. Et donc, là, on a montré que, quel que soit x à part, on a montré que f, il est dérivable sur 0, pi. On a calculé f', h' de x est égal à moins. On peut en déduire les variations, puisqu'il est négatif, le signe il est positif. Donc la fonction h, comme vous pouvez le voir, h est strictement, h est décroissante sur l'intervalle 0. Avec cette application, on termine, en espérant vous rencontrer une autre fois. Inch'Allah. Salam alaikum.